ma première année d'enseignement, je suis arrivé dans une école qui avait déjà programmé toutes les disciplines dans toutes les classes, notamment en histoire où elle avait déjà préparé le programme d'histoire sur 3 ans. C'est-à-dire il y avait une année A, une année B et une année C, et ce qui permettait aux élèves de voir le programme sur 3 ans. Moi, j'arrivais en année B, et donc j'avais des élèves de CE1, CE2, et ma première séance que je leur ai dispensée en histoire, et la première séance qu'ils ont eue, s'intitulait « Le régime politique sous Napoléon III ». J'imagine que vous avez aussi été passionné par ce moment de l'histoire, et qui pourrait venir nous parler, là, à ma place, du régime politique sous Napoléon III? Non, pas grand monde. Je vous rassure tout de suite, les élèves n'ont pas non plus adhéré trop à cette séance. J'imagine même qu'ils ont été peut-être écœurés de l'histoire, malheureusement. Cette petite anecdote pour expliquer que j'ai commencé ma carrière de manière assez classique, en appliquant bêtement les programmes. Je préparais mes leçons à la maison, et le lendemain, je les servais à mes élèves pour les remplir de connaissances, en quelque sorte. J'étais assez exigeant sur le silence et je pensais bêtement qu'une classe silencieuse est une classe à l'écoute. J'imposais un rythme à la classe et pour les élèves en difficulté, c'était un peu difficile, c'était un peu marche ou crève même, mais moi je devais finir le programme que m'imposait le programme de l'éducation nationale. Et donc, pour les élèves en difficulté, ce n'était pas facile de s'accrocher à ça. Moi, je suis un fonctionnaire, je suis là pour fonctionner. Et j'avais pas... Merci, j'avais pas le recul pour remettre en cause en fait, toutes ces programmations qui sont décidées par des grands pédagogues, ou enfin, on ne sait même pas. Et... Au bout d'un moment, je me rendais compte que quand même, sous son air silencieux, ma classe était en fait un peu morte. Et je me suis mis à me poser des tas de questions, notamment sur les conditions de vie des enfants à l'école. Donc j'imagine que beaucoup d'entre vous, là, dans la salle, ont des enfants. Et est-ce que vous êtes interrogés sur les conditions de vie de vos enfants à l'école? Par exemple, est-ce que vous savez que les enfants sont assis, donc la plupart du temps, hein, bien sûr, près de 5 heures par jour? Ils sont 25 dans une pièce de 40 mètres carrés. Ils doivent lever la main pour prendre la parole. Ils doivent lever la main pour aller aux toilettes. Ils ne se déplacent pas librement. Alors ça vous étonne peut-être pas parce qu'en fait, oui, c'est le lot de la plupart des enfants. Et puis, c'est sans doute l'école que vous avez connue aussi étant petit. Enfin, c'est celle que j'ai connue. Et si on fait un petit parallèle et qu'on pense à nos conditions d'adultes, imaginez-vous au travail, à 25 dans 40 mètres carrés. Donc c'est même pas un open space. Hein. Levez le doigt pour aller aux toilettes. Vous faire gronder parce que vous chuchotez avec votre collègue. Enfin, ce seraient des conditions insupportables, j'imagine. Et là, nous sommes en train de parler d'enfants. Vous avez tous vu des enfants. Des enfants, ça court, ça joue, ça s'amuse, ça crie, des fois, ça chante. Et à l'école, leur imposer l'immobilité et le silence, c'est un peu la mort pour eux. Et... qu'est-ce que je vais dire? En fait, je me disais que pourquoi serait-ce à l'enfant à s'adapter à l'école et pas plutôt à l'école à s'adapter à l'enfant? On veut leur apprendre la vie et on les réduit au silence et à l'immobilité, donc c'est pas très bon, quoi. À la même époque, je rencontre une association dans mon département, dans l'Aude, d'enseignants qui se posent aussi ce genre de questions et qui réfléchissent à une manière d'améliorer l'école, de la rendre un peu plus vivante. Et on me tend, dans les premières réunions, une petite pile de bouquins pour m'apprendre à bien démarrer avec des outils pratiques, des trucs comme ça. Dans un livre en particulier qu'on m'a dit, celui-là, il risque de te chambouler un peu, on te le donne quand même, mais lis-le en dernier. Moi, je l'ai lu en premier. Et là, grosse claque. Ce livre, il m'a passionné, il m'a révélé, il m'a fait un vrai déclic. Et j'en portais partout. Je le lisais au parc, quand je surveillais les enfants, enfin à peu près. Je le lisais au lit, je le lisais aux toilettes aussi, hein, j'avoue. Et il s'agit de L'école du troisième type de Bernard Collot.
Et pour faire vite, ce livre, il vous explique que tout ce qu'on cherche à développer chez l'enfant, c'est déjà là. Il faut juste le laisser faire en quelque sorte. Par exemple, on voudrait qu'il prenne des initiatives, qu'il soit curieux, créatif, qu'il s'adapte au monde qui l'entoure, qu'il en connaisse les ficelles, pour devenir un individu libre, libre de choisir sa vie et éventuellement de construire une société à son image. Eh bien, tout ça, c'est déjà là, c'est déjà présent. L'enfant, depuis qu'il est né, il ne fait que ça, s'adapter à son environnement. Il se cogne à la vie et par ses essais-erreurs, il apprend. Prenons l'exemple de la marche. Qui a déjà appris à marcher un enfant? Enfin, aucun adulte. En tout cas, imaginez un peu un enfant de à peu près 12 mois et un adulte qui lui dit « Alors écoute, bonhomme, pour marcher, tu lèves ton pied droit, tu le tends en avant sans tomber, tu bascules ton poids et d'ailleurs, c'est ton pied droit ou ton pied gauche? Quel est ton pied d'appel ?» Imaginez cette situation, enfin, personne ne l'a jamais rencontré. Tous les enfants marchent. Enfin, moi, je n'ai jamais croisé d'adolescents marcher à quatre pattes parce qu'on ne leur avait pas appris à marcher. Et alors certes, ils vont apprendre à marcher entre 10 et 20 mois, mais ils vont tous marcher. Aristophane nous disait que l'enfant n'est pas un vase à remplir, mais un feu à allumer. Et moi, je préfère encore les paroles d'André Stern qui nous dit que l'enfant n'est ni un vase à remplir, ni même un feu à allumer, mais plutôt un foyer ardent à ne pas éteindre. Alors, tout est là. Alors concrètement, en classe, comment ça se passe? Les enfants en parlaient tout à l'heure, j'ai des moments de classe où les enfants vont être libres de réaliser leurs projets personnels. François en parlait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire ils ont des envies à leur niveau, hein, et donc ils vont aller dans les différents espaces de la classe et explorer le monde, répondre à leurs motivations intrinsèques. Par exemple, ils peuvent aller observer une aile de libellule à la loupe binoculaire, ils peuvent aller modeler de l'argile pour en faire une sculpture. Ils peuvent aussi également faire des recherches sur plein de sujets qui les intéressent. Les enfants sont très très curieux, ils sont avides de savoir et il faut juste le permettre. Alors vu de l'extérieur, il paraît des fois que c'est l'école où les enfants font ce qu'ils veulent. En fait, ils ne font pas ce qu'ils veulent ce qu'ils font. Et il y a quand même une grosse différence. Les enfants m'ont posé la question cet après-midi sur qu'est-ce que ça voulait dire cette notion. J'ai essayé d'y répondre. Et à d'autres moments de la classe aussi, on va travailler des matières un peu plus formelles comme la lecture, l'écriture, les notions mathématiques. Et même sur ces temps-là, en fait, il faut garder à l'esprit que tous les enfants n'apprennent pas en même temps. C'est assez difficile parce que les parents ont des attentes sur le milieu scolaire, que les enfants sachent lire à tel âge et tout ça. Mais tout à l'heure, je parlais des enfants qui apprenaient à marcher entre 10 et 20 mois. Il semble logique qu'un enfant va apprendre à lire entre 5 et 10 ans. En fait, il faut attendre et puis quand c'est prêt, quand c'est mûr, ça sort. Il faut juste avoir ça à l'idée pour ne pas lui mettre la pression et juste l'accueillir. Au-delà de la classe, ce que j'essaye de développer avec les copains de l'association dont je parlais tout à l'heure, c'est de démocratiser ce déclic que j'ai eu, parce que j'ai quand même eu une sacrée révélation. Et on organise des stages sur le temps scolaire, et ces stages sont pris d'assaut par les enseignants. Donc moi, je suis assez optimiste, il y a énormément d'enseignants qui se rendent compte des limites de leur manière de faire l'école et qui ont envie de changer, ils ont juste besoin d'accompagnement. Gandhi nous disait « Soyez le changement que vous voulez être dans le monde ». Alors moi je dis, allons-y, suivons son conseil, rencontrons-nous, échangeons, construisons ensemble pour devenir les acteurs du changement de l'éducation. Parce que moi, depuis ce déclic, je me sens vraiment vivant. Mon travail est devenu une passion et les enfants en classe aussi sont devenus vivants. Je vous remercie.